Para mim é uma grande satisfação coordenar a primeira parte dos trabalhos dessa manhã, tendo como palestrantes William Royal e René Monmaier. William Royal atuou 16 anos como gerente de investigação e pesquisador sênior do CSP em Washington. É uma espécie de comitê de investigação de segurança e riscos da indústria química dos Estados Unidos. Liderou a investigação do acidente na refinaria BP Texas City, que provocou a morte de 15 petroleiros e deixou outros 180 feridos em função do incêndio e das explosões ocorridas. Também participou da investigação do desastre da plataforma Deepwater Horizon, da mesma empresa BP, que matou 11 trabalhadores e acarretou o naufrágio daquela unidade, além de ter provocado o pior vazamento da história do Golfo do México. Participou ainda da investigação da explosão da planta de fertilizantes do Texas, em que morreram 15 bombeiros. Antes de ingressar no CSB, ele trabalhou durante 15 anos como operador de processo em refinaria de petróleo e foi presidente do Comitê de Segurança do Sindicato dos Petroleiros, antigo OCAW, lá nos Estados Unidos. Ele se aposentou do CSB no início desse mês. O segundo expositor, René Monmaier, atuou como engenheiro pesquisador da EDF, Électricité de France, onde desenvolveu toda a sua carreira profissional. Trabalhou na área de sistemas informatizados de apoio à operação de centrais de produção de energia e, posteriormente, com a segurança de centrais nucleares, onde desenvolveu abordagens ergonômicas e o estudo dos fatores humanos e organizacionais. Contribuiu ainda para o desenvolvimento da gestão da qualidade em pesquisas industriais e, desde sua aposentadoria, continua a trabalhar em torno do tema dos acidentes e dos fatores humanos e organizacionais com um grupo de reflexão CAOS, Coletivo Heurístico de Análise Organizacional da Segurança. É coautor, juntamente com Michel Lohry, do livro O Acidente e Organização, cuja edição em português foi lançado no início da noite de ontem, aqui no evento, pela editora Faber Factum. Bom, feitas as apresentações, em função do adiantado da hora, a seguir eu gostaria de convidar o palestrante René Monmaier para realizar a sua exposição. This presentation is on learning lessons from accidents, ce que nous apprennent les accidents du travail. I'm a bit embarrassed because with Yves Dieng, we already said a lot of things yesterday morning, so for some of you it might be a bit boring. I will try not to overlap too much with what Yves said. Oui, oui, oui. Je vais continuer en français parce que c'est quand même plus facile pour moi. Alors, je voudrais d'abord insister, pour commencer, sur, avant de voir quelques résultats d'accidents, sur la façon dont ce qu'on apprend des accidents, en fait, dépend de la façon dont on les étudie. On en a deux preuves assez évidentes. Alors, une des preuves... Ouais. Voilà. That's fun. So that's more or less the scheme of my presentation. The first two, les deux premiers thèmes ont rapport un peu à la démonstration que ce qu'on tire des accidents, les leçons qu'on peut attirer, dépendent de la façon dont on les étudie. Alors, bon, ça paraît un peu intuitif, enfin ça l'est pas forcément pour tout le monde. Les deux exemples extrêmes sont l'étude des accidents ou des incidents dans le retour d'expérience. Vous savez que dans les grands systèmes industriels,
Dans les grands systèmes industriels, pour assurer la sécurité des processus, on a mis au point depuis de très nombreuses années des dispositifs, et notamment donc d'études de risque, de prévention et de retour d'expérience. Le retour d'expérience est un système essentiel pour assurer la maîtrise de la sécurité. Avec deux idées, c'est que en collectant et analysant les petits incidents, on va éviter que le système ne se dégrade naturellement, et ensuite, grâce à ça, on peut éviter des accidents plus grands. Alors, ces systèmes de retour d'expérience se sont perfectionnés au cours du temps, en partant de la collecte d'incidents techniques, et puis à partir d'un certain moment, on a commencé à collecter des erreurs humaines, avec des analyses faites à un premier niveau sur le terrain, et puis à un deuxième niveau en groupant des fiches donc, de recueil d'incidents, et en essayant de voir à travers ces fiches s'il y avait des problèmes plus importants. On pouvait non seulement trouver des tendances, mais identifier des problèmes. Et donc tout ça dans une optique à la fois de productivité, mais aussi de sécurité. Alors, l'expérience montre que ces systèmes ont permis de faire des progrès, certains, mais finalement, on s'aperçoit qu'à partir d'un certain moment, la sécurité plafonne. On retrouve à peu près toujours le même nombre d'incidents, bon an mal an, et progressivement, en plus, a émergé le fait que la sécurité, la fiabilité mécanique, disons, des systèmes augmentant avec le temps, émerge comme cause la plus probable, finalement, des dysfonctionnements, les erreurs humaines. Parce que ça, c'est très difficile de les faire baisser comme ça. Bon, alors, en fait, les analyses qui sont faites d'incidents qui sont faites dans ces REX, l'expérience montre, REX, c'est retour d'expérience pour moi, operative feedback, montre qu'elles sont souvent assez sommaires, et finalement, bon, les progrès qu'on peut faire avec ça, finalement, plafonnent, puisque les progrès sur les matériels, bon, ça permet d'entretenir les matériels, naturellement, mais du point de vue des causes d'incidents ou d'accidents, après, comme on recueille que les erreurs humaines, les corrections au-delà de corrections ergonomiques, bon, l'analyse des erreurs humaines et l'utilisation de l'ergonomie permet de faire progresser, ben, on ne va pas plus loin, et à part de faire des injonctions à la formation, pousser les gens à la formation, etc., bon, on ne trouve pas de piste d'amélioration sensible. Alors l'autre extrême, donc on peut dire en fait d'une autre façon qu'à travers ce REX, les analyses sont faites sous l'angle, disons, du paradigme de l'erreur humaine, puisque presque maintenant il ne reste plus que des erreurs humaines là-dedans. Alors, l'autre objectif du REX, c'était d'éviter les grands accidents, mais en fait, dans toutes les industries, on s'aperçoit que périodiquement des grands accidents se produisent. Ici, il y a une petite liste appartenant à différentes industries qui montre qu'au cours du temps,
il y a des accidents vraiment majeurs, très importants, même tous les 15 ans, tous les 25 ans, etc. Et donc, ce système ne permet pas d'éviter les grands accidents. Donc, ça veut dire qu'il y a des causes, c'est très clair, d'accidents ou d'incidents qui ne sont pas piégés dans le REX classique habituel, où là, on analyse quelquefois 700, 800 incidents par an. Alors, voyons d'un autre côté. Ah ben non, voilà. Il y a quand même un problème de fond. Alors voyons de notre côté comment sont analysés les grands accidents industriels quand ils se produisent. Est-ce qu'ils suivent la même logique d'analyse? Alors j'ai oublié de dire que dans le cas du retour d'expérience, les études sont assez rapides, assez sommaires, sauf les études transversales sur un grand nombre d'accidents. Si on découvre une cause commune, à ce moment-là, on peut faire des études approfondies. Hein. Mais là, d'emblée, quand se produit un grand accident, eh bien, il y a un choc psychosocial, on peut dire, et de grandes commissions d'enquête sont lancées, souvent indépendantes, et avec des commissions très larges qui couvrent des thèmes très variés, qui rassemblent des gens de profils professionnels très différents et qui font appel aussi à des staffs importants de consultants spécialisés dans certains domaines, y compris la sociologie et autres. Et alors, bien souvent, donc, la mission de ces commissions est très large, c'est-à-dire qu'on leur demande, parce que l'accident vaut souvent comme cas d'école d'une industrie finalement, c'est aussi la faillite un peu d'un système industriel, un grand accident comme ça. Et donc, les gens des commissions sont pris dans différents domaines d'intérêt, et l'objectif, ce qu'on appelle en anglais la base de référence, de donner à la commission est très large. Donc c'est évidemment comprendre l'accident dans toutes ses dimensions, comment ça a pu arriver, un truc aussi impensable, et trouver des solutions donc qui vont très au-delà de l'erreur humaine de l'opérateur en bout de chaîne. Alors, dans ces cas-là, voilà. Donc, dans ces cas-là, eh bien, les commissions explorent implicitement et maintenant quasiment explicitement tout le mécanisme de l'organisation de la sûreté et du fonctionnement organisationnel de l'entreprise et quelquefois du système industriel complet. Parce que, évidemment, les systèmes de sécurité, de management de la sécurité, ils sont là pour assurer le fonctionnement et on ne peut pas accepter qu'une simple erreur humaine ou technique amène à une catastrophe. Ils sont normalement conçus pour tenir compte de ça. C'est bien évident que ça se produit tous les jours, des erreurs, et la plupart sont récupérées. Les incidents, il y en a aussi tout le temps. Donc les systèmes sont conçus avec des défenses, des systèmes de défense pour prévenir les incidents majeurs et ensuite pour, si jamais il y en avait un qui se produise,
se protéger de la diffusion de l'incident et qui tourne en catastrophe. Donc il y a des barrières un peu partout, c'est ce qu'on appelle la défense en profondeur, il y a des redondances physiques, matérielles, disons, humaines et autres, et même pour que l'organisation, s'assurer que l'organisation fonctionne correctement, il y a des organismes externes de contrôle qui sont établis par les États et qui vont voir périodiquement ce qui se passe. Et donc, lorsque une défaillance majeure comme ça se produit, c'est que souvent, bon, on va le voir après, le système a dysfonctionné soit dans l'entreprise, soit même les relations avec les autorités de contrôle ou autres. Donc ici, on voit que les racines, bon, le dépouillement de tout un ensemble d'accidents et des études anglo-saxonnes qui ont été menées au cours du temps ont montré que finalement, maintenant, souvent les causes matérielles de défaillance étant déjà assez connues et traitées, eh bien, c'est l'organisation qui a défailli. Voilà. Donc, on rentre plus ou moins d'emblée, finalement, les commissions d'enquête commencent à s'intéresser à l'organisation. Qu'est-ce qui a dysfonctionné dans l'organisation? Donc, elles se placent dans... dans ce qu'on appelle le paradigme de l'accident organisationnel. Alors, cette histoire de paradigme est un point intéressant parce que finalement, c'est une posture d'analyse. Et on voit bien que suivant le paradigme qu'on va adopter, on va utiliser des moyens différents pour l'enquête, on va lui donner une ampleur plus ou moins grande, et aussi on va trouver des choses très différentes. On va faire remonter les causes, non plus justement à ce fameux opérateur, mais au dysfonctionnement organisationnel. Alors, la première question quand on va faire une analyse d'accident, c'est de se poser la question dans quel paradigme va-t-on se placer? Ça va d'emblée orienter complètement l'enquête différemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder les aspects techniques et les erreurs d'opérateurs, etc. Mais on va d'emblée aller beaucoup plus loin, ce qui n'est pas forcément le plus facile, hein, mais pour essayer de voir comment ça se fait que justement ces erreurs n'ont pas été piégées, n'ont pas été traitées à temps, etc. Et comment finalement tout ça a fini par un accident. Alors, alors, l'histoire du paradigme, c'est quand même un point assez important. Je vais revenir sur la diapo 15. Voilà. Il faut voir que, bon, hier on a déjà beaucoup parlé de paradigme, mais c'est quelque chose de très important. Ça a été défini surtout pour les sciences dures, si j'ose dire, mais il y a une extension aux sciences sociales et qui dit à peu près ça. C'est-à-dire que le paradigme, c'est finalement un ensemble d'expériences, de faits, de connaissances, de concepts, de modèles, de règles, de savoir-faire, de croyances, de valeurs, de systèmes de pensée qui influencent la façon dont un groupe d'individus perçoit la réalité. Et à un moment donné,
Et donc, la façon aussi, donc, elle va questionner la réalité. Voilà. Et à un moment donné, il y a un paradigme qui s'impose. Et puis, il peut y avoir un changement de paradigme, mais le changement de paradigme ne se décrète pas. C'est un fait social et il y a des évolutions qui font que, eh bien, on va changer de paradigme. Et donc, bon, l'idée, c'est que dans la prévention, on peut changer de paradigme, mais c'est quand même un long travail pour à la fois y arriver, parce qu'il faut développer des connaissances pour traiter qui vont avec ce nouveau paradigme, et deuxièmement pour le diffuser dans la vie sociale, quoi, et que les gens finalement changent de paradigme en disant bon, les accidents sont dus à des erreurs humaines, ou maintenant les accidents c'est des problèmes organisationnels, donc bon, c'est compliqué tout ça, mais il faut le regarder. Il faut une certaine évolution, une connaissance à diffuser pour que la réalité, la nouvelle réalité, enfin le nouveau paradigme, disons, devienne une réalité dans les faits. Et il faut aussi convaincre l'industrie de voir aussi les choses sous cet angle-là. En particulier, c'est sûr que si ce paradigme était adopté pour le REX, le retour d'expérience habituel, traditionnel, à ce moment-là, ben, évidemment, on retrouverait des causes organisationnelles, des défaillances organisationnelles dans le retour d'expérience classique, et on pourrait les traiter. Or là, à l'heure actuelle, elles n'y sont pas. Donc on ne peut pas traiter, et la défaillance organisationnelle, quand elle apparaît, tout le monde est surpris. Bon, ceux qui sont dans l'entreprise ne sont peut-être pas tellement surpris, mais enfin, à l'intérieur, on l'est. À l'extérieur, on l'est. Tout ça, je l'ai dit. Donc, bon, ce que je n'ai pas dit, mais en fait c'était assez évident, c'est qu'à partir du moment où on découvre des dysfonctionnements organisationnels, évidemment, le traitement de ces défaillances va être d'un ordre de grandeur différent. On va trouver des solutions différentes à ces problèmes, et du coup, tout un ensemble de défaillances qu'on retrouvait dans le REX et qu'on n'arrivait pas à expliquer et solutionner, vont peut-être trouver une solution et disparaître. Donc c'est aussi un moyen très important d'améliorer la sûreté, de s'adresser à ce... Bon, c'est assez logique, parce que finalement le système organisationnel, il est là pour, comme je l'ai dit, pour éviter que tous ces problèmes, ces incidents. Et à partir du moment où il fonctionne correctement, eh bien, la sûreté est nettement améliorée. Il est normalement là pour ça. Non seulement pour produire, mais pour produire en toute sécurité pour les travailleurs et pour l'environnement. Alors, l'idée dans ce paradigme, c'est donc que l'accident, d'abord, n'est que le symptôme, finalement, d'une défaillance organisationnelle, de l'organisation, de la sûreté et de l'entreprise, et que avant qu'il apparaisse, en fait, l'entreprise a été le siège de toute une dégradation du système socio-technique et de la façon dont il traite la sécurité. Et donc on dit qu'il y a des facteurs préexistants qui sont des conditions latentes qui se combinent pour miner la sécurité. Et donc finalement, dans ce paradigme, on considère que les causes des accidents sont les facteurs organisationnels.
Alors, avec ce paradigme, il faut des moyens d'analyse, comme je l'ai expliqué, spéciaux, enfin spéciaux, disons nouveaux, qui attaquent justement la question de l'organisation, comment elle fonctionne, comment elle dysfonctionne, etc. Et ça, évidemment, c'est une approche qui est un peu différente de l'approche usuelle, un peu techniciste par les défaillances techniques et les erreurs humaines. Donc, ils sont en fait la version humaine des différences techniques. Quoi. Dans la notion d'erreur, l'homme est quasiment considéré comme une machine, en fait. Donc là, c'est plus du tout le cas. Et donc, il faut vraiment des moyens et des méthodes qui soient adaptées. Alors, bon, on n'est pas démunis nous, on a proposé ce qu'on appelle l'analyse organisationnelle de la sécurité en rapatriant tout un ensemble de connaissances qui viennent à la fois de la sécurité, de comment marche la sécurité, de toutes ces règles de bon fonctionnement dont j'ai parlé, mais aussi de l'ergonomie, de la sociologie et de différents domaines de connaissances, et aussi de la connaissance acquise du dépouillement d'un grand nombre d'accidents, ce qui nous montre comment justement ces systèmes organisationnels dysfonctionnent. Et là, on a quelques études de cas type finalement, qui ont été très bien faites et très fouillées, grâce à l'importance de l'accident, si j'ose dire, et qui jettent un éclairage très profond justement sur ces mécanismes de dysfonctionnement. Alors tout ça, ça fait partie de la bibliothèque, si j'ose dire, d'arrière-plan finalement que l'analyste qui fait de l'analyse organisationnelle doit avoir comme bagage pour après essayer de se lancer et faire de l'analyse organisationnelle, peut-être à plus petite échelle naturellement, que dans ces cas de grands accidents. Alors, bon, le livre qu'on a publié et qui a été traduit en portugais, en brésilien, et tourne autour de ça. Et il a deux parties. Il a une partie exemple d'accident, où on montre un certain nombre de dysfonctionnements accidentels sur des cas pris dans presque toutes les industries, et une deuxième partie méthode. Et la méthode qu'on propose, alors des méthodes existent, mais sont souvent assez limitées parce que les gens ont voulu faire des méthodes faciles à utiliser, bien cadrées, un peu procédurales et tout ça. Or, en fait, l'analyse d'accident ou même l'analyse de sûreté prévisionnelle, disons, pour faire un diagnostic, dans le cadre du paradigme organisationnel, du moins celle qu'on a développée, ça s'apparente plus à une enquête à la Sherlock Holmes pour arriver à tirer tous les fils et comprendre, se poser toutes les bonnes questions à plusieurs niveaux pour essayer de trouver tous les phénomènes qui ont eu lieu dans l'organisation, dans le cadre précis d'un accident, donc comment ça s'est passé, et tout ce qui a dysfonctionné. Donc là, il faut tirer les fils en utilisant tous les moyens, objectifs et subjectifs, si j'ose dire, mais il peut y avoir du subjectif dans la technique et aussi de l'objectif dans l'aspect organisationnel. Donc on utilise des documents, mais on utilise aussi beaucoup les entretiens avec le personnel, et là, pas seulement le personnel de terrain, mais évidemment le management, les experts, etc. Donc, sur ce transparent, on voit un petit peu ce qu'on cherche à travers l'analyse organisationnelle.
et les méthodes, voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir des méthodes ouvertes parce que, en fait, les méthodes fermées ont des limitations, elles bornent la vision et les gens pensent qu'ils ont fini l'analyse quand ils ont déroulé la méthode. Alors, en fait, c'est pas ça du tout. Le critère de fin d'analyse, comme l'a expliqué Yves hier, il est totalement différent. On peut considérer qu'on a fini l'analyse quand on a vraiment expliqué et compris ce qui s'est passé, les phénomènes humains et organisationnels qui ont eu lieu, et identifier les défaillances, et ensuite est débattu cette vision. Alors nous on dit, on fait un récit finalement de l'accident, mais il est évident qu'il peut y avoir plusieurs récits parce qu'on infère une réalité qui ne s'observe pas. Donc on utilise des tas d'indices, y compris la parole des opérateurs, pour remonter cette réalité de façon la plus complète possible. Bon, tout ça a été théorisé dans le cadre de ce qu'on appelle le paradigme indiciaire, qui est ni plus ni moins qu'à partir de traces, comment accéder à une réalité qu'on ne peut pas observer. Voilà, donc il y a naturellement des questions méthodologiques importantes derrière, mais qui sont quand même connues. Alors, la méthode, on n'a pas parlé hier, la méthode se déroule jusqu'à avoir, on préconise de faire une description le plus dense, c'est-à-dire le plus complète possible, avec tous les éléments qu'on peut recueillir et le contexte, naturellement, de chaque, les relations entre acteurs, entre entités, les messages échangés, etc. Il y a de très bons exemples, comme l'a expliqué Yves hier, dans l'enquête sur l'accident de la navette Columbia. Et à partir de ça, il faut simplifier et faire une description qu'on appelle épurée, où l'analyste là est un peu obligé de se mouiller, mais parce que finalement ce remontage de la réalité est plein d'incertitudes. Il y en a à peu près partout. Mais pour lever l'incertitude, on est obligé de débattre la question avec ceux qui étaient dans le coup de l'accident ou qui sont dans le cadre d'une enquête prévisionnelle de sécurité, de ceux qui sont dans l'entreprise et qui ont eux-mêmes observé des accidents ou des incidents mineurs. Et après ce remontage et cette version simplifiée, tout n'est pas fini parce que il faut aussi décider des actions, proposer des actions correctives et les présenter, les faire accepter. Et là aussi, il y a un travail de rhétorique, de persuasion, de diplomatie qui est très important et qui fait partie aussi de l'enquête. Parce que ça ne sert pas à grand-chose de faire une enquête extensive et puis qu'en fait, après, rien ne bouge. Mais ça, c'est un problème en soi pratiquement, mais il faut en tenir compte aussi dans justement la rédaction des récits et la mise en lumière et la rhétorique correspondante. Alors, je passe maintenant à ce qui devrait être le propos principal. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Donc, hier déjà, on a... Combien ? 15, 5 heures. Finalement, qu'est-ce qu'on tire des accidents ? Il y a deux types de leçons. Il y a la leçon spécifique, puisqu'on vient de voir que chaque accident, finalement, est le récit
instancier d'une défaillance organisationnelle. Donc dans ce cas-là, bon, bah, c'était tel facteur qui a joué. Et puis, donc on peut corriger ça, proposer des mesures spécifiques. Et puis, de l'analyse d'un grand nombre d'accidents, à ce moment-là, on peut voir des récurrences, finalement, des phénomènes qui apparaissent dans beaucoup d'accidents. Et ce qu'on a essayé de faire à partir de ce dépouillement de plusieurs centaines d'accidents, c'est de proposer ce qu'on appelait des facteurs organisationnels pathogènes, avec l'idée que si ce facteur ou cette façon de fonctionner, disons, de l'entreprise existe, eh bien, à ce moment-là, on risque de créer un contexte défavorable à la sécurité et ouvrir la voie à un accident qu'on ne connaît pas, mais dont on sait que le terrain, comme disait Yves hier, the accident is waiting to happen. Donc parmi les leçons, je rappelle brièvement l'histoire de la période d'incubation. Ça, c'était une découverte majeure parce que c'est sûr que beaucoup de gens pensaient que l'accident arrivait comme ça. Et que bon, on pouvait rien faire avant. Or, en fait, tous les accidents qu'on a dépouillés montrent qu'il y a une période d'incubation importante. Je me souviens d'ailleurs de la stupéfaction que j'avais eue quand, après l'accident de la navette Columbia, bon, moi, je ne travaillais pas encore dans le domaine de la sécurité à ce moment-là. Donc, je pensais que c'était dû à un phénomène mécanique inconnu, et puis que, bon, on allait découvrir des choses. Et quand 2 ans après, j'ai vu le rapport, non, c'était Challenger, c'était la navette Challenger. Quand 2 ans après, j'ai lu le rapport de la commission d'enquête, et que j'ai vu que la veille, pendant presque toute l'après-midi et la soirée, il y avait eu des discussions pour savoir si on allait lancer, pas lancer, etc. Et que tout ça avait pu être tracé par la commission d'enquête. Honnêtement, ça me donnait une autre vision des accidents, ce qui m'a amené à poursuivre aussi. Le choc a été total. Alors ça, c'est les facteurs pathogènes, c'est vraiment un remontage. Hein. Il faut voir que bon, c'est la façon dont aujourd'hui ça peut aider un peu l'analyse, ça aide surtout à la lisibilité de pouvoir parler de l'accident. Donc c'est un peu les domaines dans lesquels on retrouve des défaillances et qui contribuent le plus souvent à l'heure actuelle à ça. Aux accidents. Mais on peut monter ça différemment. Il y a, je dirais presque dans certains domaines industriels, on pourrait identifier des facteurs totalement différents, encore que, à mon avis, on retrouverait un grand nombre de cela. Mais on peut aller plus loin. Le problème, c'est si on va plus loin, après, on finit par couper les cheveux en 4, et puis on ne sait plus quel facteur pathogène finalement est intervenu. Parce que l'idée, c'est que tous ces facteurs sont plus ou moins en interaction, et comme avait dit Yves, il y a aussi des facteurs de résilience, et l'accident arrive quand la résilience, qui est souvent, fait partie du système, mais est souvent défaillante, et à ce moment-là ne contrebalance plus ces facteurs pathogènes. Et c'est à ce moment-là que ces facteurs d'ailleurs deviennent pathogènes. C'est souvent des facteurs deviennent pathogènes par excès, par manque ou par dysfonctionnement. Mais le retour d'expérience lui-même n'est pas pathogène, au contraire, c'est un système indispensable. C'est ce
Alors, un des facteurs actuellement le plus important, parce que finalement il perturbe, je dirais, le fonctionnement de pas mal d'entreprises, c'est ce qu'on appelle, nous, les pressions de production. En fait, ça consiste en des pressions de l'organisation qu'on peut tracer de différents niveaux, à différents niveaux, par des éléments objectifs comme les notes de service, les mails, etc., les budgets, les réductions budgétaires, les injonctions de réduction budgétaire annuelle, qui sont des pressions énormes finalement et massives dans certaines industries. Tous les ans, il faut baisser de 25%. Et donc ces pressions peuvent être tracées par ça, et puis aussi par les aspects subjectifs, c'est-à-dire comment les travailleurs, disons, mais à tous les niveaux, hein, ça peut être les managers aussi, vivent ces injonctions et essaient de négocier, de ne pas négocier. Il y a justement des accidents qui sont dus au manque de négociation de ces injonctions avec les directions générales. Donc, comme l'a expliqué, je crois que dans le séminaire Yves, un des problèmes des accidents à la NASA de navettes, c'était qu'il y avait des injonctions pour baisser les crédits, pour faire toujours plus vite, mieux et moins cher, et que les managers acceptaient ça, et avec les mêmes missions. Mais bon, à partir d'un moment, c'est évident que la sécurité passe à la trappe, parce que la sécurité a le gros défaut de ne pas se voir. C'est-à-dire la production, ça se voit, il y a un résultat, on voit si on monte, on descend, etc. Sécurité, c'est plus difficile à évaluer, surtout quand le système fonctionne à peu près bien. C'est pour ça qu'on est surpris par les accidents, parce qu'il y a justement ces facteurs de résilience qui jouent formellement ou informellement, et à partir d'un certain moment, eh bien, ils sont tellement squelettiques, soit en moyens physiques, monétaires ou en temps, que ils finissent par plus jouer du tout, et à ce moment-là, la défaillance peut se produire assez facilement. Donc, bon, c'est un des points importants. Un autre point important qui joue dans beaucoup d'accidents, c'est la défaillance du retour d'expérience. Parce que, bon, on peut critiquer l'efficacité du retour d'expérience, mais il y a différentes façons de faire du retour d'expérience. Il y a aussi des phénomènes organisationnels qui sont véhiculés, enfin des défaillances qui sont véhiculées, ou des problèmes qui sont véhiculés par un autre canal que le REX institutionnel, par des lanceurs d'alerte, mais le REX institutionnel lui-même déjà véhicule beaucoup de messages. C'est-à-dire que, par exemple, je vais citer le cas d'un accident de chemin de fer qui s'est passé au nord de Londres en 99, où deux trains sont entrés en collision. Eh bien là, à cause d'une signalisation mal implantée. C'est un cas très intéressant parce qu'on retrouve beaucoup de facteurs organisationnels dans ce cas-là. Là, le chemin de fer britannique, à l'époque, pour augmenter le trafic ferroviaire dans la zone de Paddington, avait passé en bidirectionnel des lignes rentrant et sortant de la gare, et pour cela avait modifié l'implantation de la signalisation. Vous avez implanté des signaux, dont un fameux portique, ils n'avaient pas trouvé un autre moyen que de le mettre derrière un pont routier, et donc il était visible 8 secondes seulement quand le train arrivait en sortant de la gare. Et au cours des 5 années qui ont suivi cette modification de signalisation, il y a eu 7 ou 8
conducteurs de train, disons, qui ont brûlé le feu rouge parce qu'ils l'ont vu trop tard. Et donc tout ça a été identifié, dûment tracé, mais finalement il y a eu même des groupes de travail qui ont été lancés autour de la modification de la signalisation, mais en fait pour des raisons de turnover des cadres, des chefs de projet de ces groupes, etc., rien n'a été fait. Et dans ce cas-là, il y a eu la directrice des opérations d'une compagnie de train, donc Semstrain, qui a plusieurs fois essayé d'alerter les managers du réseau ferroviaire, les gestionnaires du réseau, de la dangerosité de ce signal et du risque d'accident à cause de ça. Mais finalement, pour des raisons justement organisationnelles internes au Rail britannique, rien ne s'est passé. Les groupes étaient missionnés, d'autres groupes étaient missionnés à leur place. Au bout d'un an et demi, les managers ont changé, donc les nouveaux ne savaient pas qu'il y avait des groupes, etc. Enfin bref, ça ne marchait pas du tout. Et finalement, il y a eu un très grave accident de train à ce moment-là. Tout le monde est allé voir, a été étonné. Donc il y a ces fameux lanceurs d'alerte qui font quand même partie, je dirais, de façon un peu informelle, mais souvent par des canaux officiels, du retour d'expérience. Voilà, donc ça c'est des phénomènes. Alors ce qui est intéressant aussi dans l'histoire de la gare de Paddington, c'est que finalement 5 ans sont écoulés entre l'accident de Paddington et la modification du régime des voies, donc assez ambidirectionnel. Et pendant ces 5 ans, il y a eu des alertes sous forme d'incidents véhiculés par le Rex, et finalement, on n'en a rien fait. Ça montre là un dysfonctionnement majeur finalement, de l'organisation. Bon, je ne vais pas parler de la culture de sûreté, puisque Bill Oil va en parler après. Et puis, on écrit que dans le livre, en donnant des exemples, justement, les autres facteurs. Alors, on va... Bon, ça, j'en ai vu. Alors, oui, si je... Voilà, juste une mention pour le management. Effectivement, l'analyse organisationnelle va voir surtout, je dirais, pratiquement ce que font les cadres, parce que c'est eux qui sont quand même responsables du système de travail et de sa sécurité. Et voilà, donc, c'est aussi un frein au développement de l'analyse organisationnelle interne aux entreprises. Il ne faut pas se leurrer que c'est pas facile d'aller voir comment ils travaillent. D'ailleurs, ça a été relativement peu étudié, mais il faut quand même savoir qu'ils subissent des pressions aussi dans tous les sens. Le travail des cadres a été largement modifié depuis au moins une vingtaine d'années. Et donc, leur rôle est aussi difficile. Donc, on ne cherche pas, comme quelqu'un le disait hier, à remplacer l'erreur de l'opérateur par l'erreur du cadre. Je pense qu'il faut remonter au bon niveau. Les pressions vont souvent de très haut. Et donc, après, ça tout dépend de l'ampleur du problème et de la situation. Mais dans le cadre de Paddington, de toute façon, il y avait tout un ensemble d'entreprises qui étaient concernées par ce système, et ça a conduit à remettre à plat complètement le fonctionnement du rail britannique. De toute façon, les accidents, c'est tellement un problème que les accidents sont poursuivis encore pendant plusieurs années avant que le système puisse être remis debout. Alors, je voudrais conclure maintenant.
Alors là, c'est un peu ma conviction, c'est que adopter le paradigme organisationnel, c'est une question de temps, parce que le système de fonctionnement des entreprises se complexifie énormément, et si on veut, alors si on veut, évidemment, après c'est une question de société, maîtriser la sécurité de l'environnement, des personnes qui travaillent, du public, etc., il faut utiliser ce paradigme organisationnel. Donc, étudier les accidents à petit niveau, c'est nécessaire, mais il faut aussi aller voir dans tous les systèmes. Donc, un jour ou l'autre, forcément, il se diffusera. Parce que les entreprises fonctionnent en réseau, sous-traitent, on ne sait plus où sont les responsables, la sécurité est parfois très décentralisée. Or, un bon système de sécurité nécessite une centralisation, des études du fonctionnement de la sécurité et des actions pour le faire fonctionner. Donc, je crois que c'est inéluctable. Mais comme je disais en commençant, ça ne se décrète pas. Donc il faut le préparer. Et je vois qu'au Brésil, là, d'après ce que j'ai entendu hier, vous êtes bien dans cette démarche d'essayer de préparer ce changement de paradigme. Mais ça peut être long, il peut y avoir des régressions. Il y a tout un côté scientifique, donc et technique, donc lui peut être préparé en avance, donc ça c'est, je dirais, le fer de lance du paradigme, mais il y a toute l'action auprès du public, des institutions, etc., qui est aussi important. Et la presse, éventuellement, parce que, bon, pareil, récemment en France, il y a eu un accident de chemin de fer, et le journal du soir disait, on se demande si c'est une erreur technique ou une erreur humaine. Bon, il n'envisage pas l'erreur organisationnelle. Donc alors, l'autre point, c'est, évidemment, vous êtes un congrès, un séminaire, concernant les accidents du travail. Là, j'ai parlé surtout des accidents industriels parce que c'est mon domaine. Mais je pense que, comme l'avait dit Yves, moi aussi, je pense que la démarche dans son ensemble est valable aussi pour les accidents du travail, parce que les accidents du travail aussi font système. Donc il n'y a pas de raison que tout ça... La seule chose, c'est que les analyses peuvent être nettement moins compliquées. Les facteurs organisationnels auxquels il faut remonter... encore que, d'après ce que j'ai compris, il peut y avoir des questions de législation, tout ça qu'il faut pousser, mais on semblait bien prêt pour ça. Donc, voilà, donc il faut essayer de... Alors l'autre question, en fait, qui est aussi importante, c'est jusqu'à quel point introduire ça dans le retour d'expérience classique, non dans ce que j'appelle classique, c'est-à-dire le traitement des petits incidents. Bon, ça peut être difficile à faire, mais je crois qu'il faut essayer de le tenter, et au moins dans ceux qui paraissent les plus importants ou qui sont répétitifs, se poser d'emblée dans cette posture d'analyse organisationnelle et le négocier d'emblée pour avoir les portes ouvertes, justement, pour essayer d'explorer un minimum l'organisation qui est justement responsable de la situation pré-accidentelle, dans laquelle peut produire des accidents du travail ou d'autres types d'accidents. Alors donc je crois qu'on avance en marchant, et c'est un peu ma conclusion et l'espoir que dans votre pays, vous pourrez avancer dans cette voie.